Je suis ravi de vous retrouver. Merci Olivier Bacusa, merci à Brice Rocher pour cette introduction en direct de la Bretagne, avec tous les aléas de ce que le direct peut comporter, y compris aujourd'hui. On va parler pendant une grosse demi-heure du financement de la prise de risque, financer la prise de risque tout en renforçant la résilience collective, avec comme conséquence le risk management comme matrice du capitalisme responsable. Pour évoquer ce sujet, trois personnes autour de moi. D'abord, vous, Brigitte Boucaud, qui êtes, j'allais dire, le pilier de ces rencontres tous les ans. C'est vous qui avez fait de ces rencontres annuelles ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous avez présidé l'AMRAE pendant 5 ans, un grand mandat qui a fait de ces rencontres et de l'AMRAE ce qu'elle est aujourd'hui, avant de passer le relais à Olivier Roagne. Je vous passerai la parole dans un instant. Avec vous, Bernard Gagné, on parlera aussi de ce financement du risque. Vous êtes le CEO de PVC en France. Tout à fait. Voilà. Et auteur d'un livre, Ce que le monde attend de nous, et vous allez nous dire ce que le monde attend de nous, de vous, chefs d'entreprise, des entreprises évidemment, et non pas de nous trois sur cette estrade, et de Patrick Artus, que j'ai en face de moi, en ligne. Bonjour Patrick, vous êtes économiste, un économiste célèbre parce que vous avez dépassé juste le travail, j'allais dire, en chambre devant vos livres. Vous êtes médiatique, connu de beaucoup de téléspectateurs, connu aussi de tous ceux qui suivent vos travaux, dont je suis. Vous êtes le chef économique de Natixis, vous êtes membre du Cercle des économistes. On avait hier Jean-Hervé Lorenzi sur ce plateau. Vous êtes membre du Conseil d'analyse financière, économique, placé auprès du Premier ministre. Et vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, très nombreux, dont un qui, au fond, me sert parfaitement d'introduction à ma question. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre du monde aujourd'hui à travers l'économie ? Oula, ça paraît une question compliquée. Oui, alors, bon, ce livre date de quelques années, donc la problématique était différente. Bon, si je veux me rapprocher de votre sujet, je crois que le défi auquel sont confrontés les économistes aujourd'hui, et qui est vraiment au cœur, il me semble, de la problématique de risque en entreprise, c'est d'essayer d'identifier ce qui, après cette crise, va se normaliser, et ce qui, après cette crise, va rester durablement différent. Et évidemment, c'est extrêmement important pour beaucoup d'entreprises. Prenez une entreprise du transport aérien, une entreprise de l'aéronautique, une entreprise de l'événementiel ou de l'hôtellerie, etc. Et ça, c'est le travail que nous devons faire, nous, comme économistes. Et alors, qu'est-ce qui risque d'être durablement différent après cette crise ? Il y a plusieurs sujets qui nous rapprochent du risque d'entreprise. Le premier, c'est qu'on risque d'avoir une déformation assez durable des habitudes de consommation. Et c'est difficile à prévoir. Est-ce que les Européens vont retourner faire des week-ends ou retourner dans les restaurants ou retourner dans les hôtels ? Est-ce que les hommes d'affaires vont reprendre les longs courriers ? Point d'interrogation. Donc, si vous êtes le PDG d'Air France, vous avez une énorme incertitude sur votre trafic. Et si vous êtes le PDG d'Airbus, une énorme incertitude sur vos commandes. Ouais. Il y a quelques intuitions. Il y a quelques intuitions tout de même sur non, il n'y a pas d'intuition. Pas du tout. Oh, on a l'impression que les voyages d'agrément peuvent reprendre plus facilement, en tout cas que les voyages d'affaires. Les patrons vont sûrement trier dans leur honnêtement, besoin. Nicolas, on n'en sait rien. Et dans les enquêtes, l'opinion évolue. Il y a 6 mois, les cadres disaient qu'ils ne revoyageraient pas. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent revoyager. Donc, on n'en sait rien, honnêtement. D'accord. Et donc, c'est un risque, quoi. Il y a une incertitude massive de chiffre d'affaires, quoi. La seconde question, alors qui touche directement au sujet de cette table ronde, c'est toute l'incertitude sur la situation des bilans des entreprises. Ouais. Donc on a évidemment énormément d'endettement, alors à des degrés divers dans les différents pays, beaucoup plus en France qu'ailleurs, parce que le gouvernement français a une technique de soutien des entreprises qui était plutôt basée sur l'endettement et moins sur les subventions, ce qu'a fait le gouvernement américain, par exemple, ou allemand. Et donc on a une énorme incertitude sur la santé financière des entreprises. Alors, il s'agit plutôt des petites entreprises que des grandes, et il s'agit évidemment beaucoup plus des secteurs en difficulté que des autres secteurs. Mais qui est capable de dire dans quelle mesure ça fera monter les faillites dans 1 an ou 2 ans ? Qui est capable de dire dans quelle mesure ça va affaiblir durablement les investissements ? Personne ne le sait avec précision. Voilà. Ce qu'on sait tout de même, Patrick Artus, c'est qu'en 2020, c'est une année historiquement faible en ce qui concerne le nombre des faillites d'entreprises. Oui, et donc, alors, Nicolas, ça annonce probablement quelque chose d'assez médiocre pour les années à venir.
on a changé le thermomètre, comme vous le savez. Hein. Dans mes travaux, par exemple, je pense qu'on avait à peu près 50 000 faillites d'entreprises par an en France hein, avant la crise. L'année dernière, on est tombé autour de 35 000. Je pense que l'année prochaine, on va monter autour de 62 63 000. Donc on aura des faillites, mais très difficile de savoir, parce qu'il y aura peut-être de nouvelles mesures gouvernementales. Ça pose une question d'ailleurs, c'est comment les entreprises gèrent leur résilience en termes financiers. Il y a une technique assez française par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays, qui est l'accumulation d'énormes réserves de cash. Hein, on voit beaucoup plus ça en France que dans les autres pays de l'OCDE. C'est une technique assez efficace. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que les ETI ou les grandes entreprises ont assez peu de problèmes parce qu'elles ont commencé la crise avec beaucoup de réserves de liquidité. Le problème, c'est que c'est une technique qui est extrêmement désastreuse en termes de croissance puisque vous immobilisez des ressources en cash qui rapportent rien. Quoi. Et puis, on s'est aperçu aussi, assez curieusement, dans cette crise, qu'on était dans un monde avec beaucoup de goulots d'étranglement. Alors, je pense que parmi vos auditeurs, il y a des gens qui se rendent compte qu'aujourd'hui, on a des difficultés d'approvisionnement sur certaines matières premières qui deviennent assez rares, hein, certains métaux rares, que probablement on va manquer de pétrole. Et on a un énorme problème de transport maritime. Hein. Les prix du fret ont explosé parce qu'il n'y a pas assez de porte-containers. Il y a des problèmes de supply chain extrêmement compliqués. Et donc, on voit que dans ce monde en sous-emploi, on a quand même des goulots d'étranglement, ce qui est quand même relativement étonnant. Ouais. Et puis, dernier point, peut-être pour faire un peu ce panorama général que vous me demandez, le grand sujet de risque, il me semble, pour les entreprises, c'est leur chaîne de valeur, c'est leur value chain. La plus grande menace peut-être sur une grande entreprise ou une grosse ETI en France, c'est pas sa situation financière qui est en général parfaitement bien maîtrisée, c'est la disparition d'un fournisseur clé, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et donc, il me semble que cette crise, avec goulot d'étranglement et cette question du risque qu'un fournisseur clé disparaisse, va renforcer la perception de fragilité des chaînes de valeur, qui me paraît un sujet de risque extrêmement important. Depuis 10 ans déjà, on observait un retour vers des chaînes de valeur plus régionales, et ça me paraît quelque chose qui va sans doute s'amplifier après la crise, parce qu'on sait ce sentiment de fragilité. Et dernier point, Nicolas, si vous le permettez, politique publique dans tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre des États pour qu'ils aident des entreprises? Alors, les entreprises font leur travail. Hein. Je veux dire, si l'État français avait une cartographie des risques aussi efficace que celle des entreprises, on aurait quand même beaucoup moins de difficultés. Ça se saurait. Donc, il faut inciter l'État français à regarder ce que font les comités d'audit et les directions des risques et de l'audit interne des entreprises en termes d'identification des risques. Moi, je plaide pour que l'État français crée un ministère des risques. Ou un risk manager. Un vrai risk manager avec qui va avec, quoi. Je veux dire, une direction de l'audit, une direction... Voilà. Et si on faisait ça, on essaierait d'identifier à l'avance les risques et les réponses. Non, que peut faire l'État à plus court terme? Il va y avoir un vrai sujet quand même qui sont les fonds propres. Alors j'enfonce une porte ouverte parce que ça a été dit, mais il faut que l'État est convaincu, d'ailleurs le ministère des Finances est convaincu, mais nous avons eu cette approche par rapport aux Allemands et aux Américains de nous reposer énormément sur le crédit, et les PGE en particulier pour soutenir les entreprises, et beaucoup moins sur la subvention. Je pense que notre modèle aurait été meilleur et moins risqué si on avait été davantage basé sur la subvention et moins sur le crédit. Alors, ça aurait fait plus de déficit public à court terme, quand même. Mais finalement, à long terme, mais à long terme, ça ne changera rien, parce que comme l'État devra abandonner ses créances avec ses garanties du PGE, il va être finalement amené à transformer ses crédits en subventions. Vous avez une idée de la proportion de PGE qui vont se traduire par le défaut? La Banque de France et BPI, pour l'instant, ont une estimation qui est une fourchette de 7 à 10%. Qui sont liés justement à ces risques de disparition qu'on évoquait tout à l'heure, de faillite. Oui, bien sûr, c'est plutôt des petites entreprises et plutôt, bien sûr, dans les secteurs en difficulté. Ce chiffre n'a qu'une vocation, c'est de monter au fur et à mesure que la crise se prolonge. N'oubliez pas que cette récession va se prouver être beaucoup plus longue que les récessions du passé. On va avoir 3 ans de récession, probablement, 3 ans de sous-emploi en tout cas, alors que les subprimes c'était 1 an et demi. Donc c'est une crise qui est 2 fois plus longue que la crise des subprimes. Donc, mais peut-être avec une remontée plus rapide qu'on ne l'avait eu en 2008-2009. Oui, mais on voit bien que le risque sanitaire, tous les jours on le prolonge, quoi. Je ne veux pas vous emmener sur un terrain optimiste.
Non, non, mais c'est une crise longue, donc voilà. Et donc l'État doit travailler sur les fonds propres. Il le fait, hein, évidemment. Il y a un programme pré-participatif que vous connaissez. Il y a un programme de la BPI sur les fonds propres des PME. Enfin voilà. Hum. Mais il y aura un vrai sujet. Et pour la suite, on va réouvrir un dossier qui paraît un dossier massif et qui a d'ailleurs été aussi au centre des questions sur les acquisitions d'entreprises françaises par des entreprises étrangères, qui est le dossier de l'inexistence de l'épargne à risque en France. Ouais. Donc c'est très bien de ne pas vouloir d'actionnaires étrangers dans nos entreprises, mais si on n'a pas d'actionnaires français, c'est une petite complication. Et donc il me semble que la question du financement de l'économie, qui est une source massive de risque en France, hein, puisque nous n'avons que de l'épargne, enfin presque entièrement que de l'épargne qui ne cherche pas de risque, justement, et très peu d'épargne à risque, c'est aussi au cœur de notre sujet, il me semble. La question du financement de l'économie va revenir, elle va être extrêmement importante. Il va falloir absolument changer le financement de l'économie pour permettre aux entreprises de prendre des risques d'innovation, pour financer les start-up, pour avoir des structures de bilan qui soient moins orientées sur la dette, etc., etc. Ça pose des questions absolument multiples. Par exemple, la réglementation des assureurs. Enfin, il y a plein de sujets qui sont proposés. Et donc Parce une qu'il faut mutation comprendre aussi que... et donc une mutation qui va prendre des années, en réalité. Bah, qui va prendre du temps, mais qui va être accélérée par cette crise. Une mutation, et en particulier, peut-être je finis là-dessus pour ne pas être trop long, les réglementations des intermédiaires financiers sont la révélation de l'inversion infinie pour le risque des régulateurs. Ouais. C'est une totale schizophrénie, parce qu'on ne peut pas être actionnaire de nos entreprises et financer nos start-up si dans le même temps le régulateur a une aversion infinie pour le risque. Et là, il y a une contradiction qu'il va falloir régler. Merci beaucoup, Patrick Artus. C'est extrêmement clair et ça nous révèle que cette crise aura, au-delà des conséquences économiques et sociales, des conséquences financières, y compris sur les entreprises. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend de vous dans ce contexte, Bernard Guénier? Je dirais que pour les chefs d'entreprise qui ont une vision évidemment fondamentalement microéconomique et pas macroéconomique, mais au fond, la même question est posée, c'est quelle est la signification de cette crise au-delà de la sidération qu'elle provoque et de l'incertitude qui a été indiquée. Donc aujourd'hui, cette incertitude est toujours là, puisqu'on voit un peu la lumière au bout du tunnel, mais on n'est pas certain de la durée et la longueur de ce tunnel. À chaque fois qu'il y a une lumière qui s'allume, un variant vient l'obstruer. Et puis, voilà, donc il y a quand même une lumière avec le vaccin. Donc voilà. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que face à ces sidérations, on ne peut pas simplement se contenter d'avoir une sorte de repli. Et donc moi, je considère, et d'ailleurs on le voit pour les grandes entreprises dans le monde, et en France aussi, j'ai cité un conseil d'administration hier, la capacité de rebond dans les grandes entreprises est là. Elles se sont adaptées, elles ont des incertitudes. Les entreprises en plus grande difficulté, c'est les plus petites parce qu'elles sont dépendantes de l'économie mondiale et ne la maîtrisent pas du tout, notamment en France. De marge de manœuvre. Donc, la question pour les entreprises, c'est de dire, mais quel est mon repli offensif? Finalement, je suis en position de repli offensif, pour utiliser un terme footballistique. Donc, il faut absolument que je me projette. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les révélations, comment la crise a révélé un certain nombre de facteurs. Et chez PwC, cette question, on se la pose depuis longtemps. Et nous, les facteurs clés que Patrick n'a pas indiqués, mais qui me paraissent absolument fondamentaux et qu'il connaît bien, c'est les risques d'inégalité, d'asymétrie dans le monde, inégalité de destin et de revenus, la disruption technologique massive qui remet en cause toutes les chaînes de valeur, comme l'a dit tout à l'heure Patrick, et qui a été indiqué par le patron de Rocher tout à l'heure, du groupe Rocher, le sujet du vieillissement des populations, qui est un sujet dont on parle très peu, mais qui est partout présent dans le monde et particulièrement en France, et qui était sujet des retraites et autres, quatrième âge, etc., non financé. Oui. Et puis vous avez un autre élément extrêmement important, c'est la polarisation du monde, où l'Europe est d'une fragilité massive par rapport aux États-Unis et à la Chine. Et tout ça dans un contexte où les démocraties sont remises en cause par les réseaux sociaux, par le populisme, par le trumpisme, maintenant peut-être du passé, on ne sait pas, et le Brexit, toutes ces réactions épidermiques des peuples à des situations qu'ils ne comprennent plus. Et donc pour moi, l'entreprise doit se réveiller dans le sens où elle doit, au-delà du financier, prendre la dimension environnementale et sociétale du monde, parce que la crise de sens que nos civilisations vivent aujourd'hui, notamment dans la démocratie, doit être prise en compte par quelqu'un. Et je pense que l'entreprise, c'est le thème de mon livre, est de dire, on a tellement poussé le principe de compétitivité dans des dimensions tellement fortes par des théories
friedmanienne ou autre, que nous avons oublié que finalement, si nous avons fait des progrès, et la compétitivité qui est au cœur de cette théorie a permis de faire progresser le monde, elle n'a pas permis de prendre en compte le fait que l'homme est dans un environnement qu'il n'a pas su, depuis le XXe siècle, respecter parce qu'il a fondé sa croissance sur l'extraction des ressources humaines ou des ressources naturelles, et que cette dimension-là a été peut-être oubliée. Et donc la dimension de la coopération que l'on voit dans la crise, puisqu'on voit que qu'est-ce qui nous protège collectivement, c'est cette capacité à coopérer, et pas l'individu qui va trouver la solution tout seul. Donc ces éléments-là créent le besoin d'une entreprise que j'appelle symbiotique, qui rééquilibre, symbiotique au sens de vivre ensemble, puisque c'est le mot, c'est la signification de ce mot, inventé au XIXe siècle. C'est donc comment l'entreprise et comment les dirigeants se positionnent comme des acteurs dans la société, pas à côté, prennent en compte, comme l'a dit d'ailleurs le patron du groupe Rocher tout à l'heure, l'ensemble de leur écosystème et mesurent l'impact qu'ils ont sur cet écosystème dans la société, ce qui veut dire que la mesure extra-financière, la mesure du risque et des opportunités, parce que malheureusement le terme de risk manager a un petit défaut, c'est qu'il ne parle que du risque, il ne parle jamais des opportunités. Je pense qu'un risk manager doit justement être celui qui montre aussi l'opportunité. Peut-être que le mot opportunité est contenu dans le mot management. Hein, oui, mais on a tendance à parler de risque et pas d'opportunité. Et donc, je pense que la lecture que nous devons avoir du monde doit rééquilibrer ce principe de compétitivité nécessaire parce qu'il est la source de l'innovation et du progrès, avec un principe de coopération. Et ça, c'est un changement fondamental pour moi, pour les entreprises et ses patrons. Quand vous siégez dans des conseils d'administration, vous disiez que vous en étiez hier, est-ce que vous dites à un patron, à un conseil d'administration, il faut être moins compétitif? Non, il faut qu'il rééquilibre ce besoin de survie qui est la compétitivité pour dégager du résultat et des profits, pour pouvoir investir ou faire des réserves pour être résilient. Mais on ne peut le faire que parce que notre écosystème va nous considérer comme pertinents. Et la pertinence, c'est la pertinence vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de la société et vis-à-vis de ses clients. Et aujourd'hui, les clients et les collaborateurs se détourneront des entreprises si elles n'ont pas compris qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. Moi, c'est ma thèse, et ce principe de coopération est indispensable. C'est une voie difficile, c'est une face nord, comme je dis, mais elle est indispensable parce qu'on ne peut pas se contenter de continuer dans la voie que nous avons prise avec toutes les tensions que j'ai indiquées tout à l'heure. Tensions du monde dont les entreprises sont à la fois responsables et victimes. Bien sûr. Mais elles doivent agir pour réconcilier ces contradictions, cette contradiction qui fait que le principe vital de la compétition, qui est un principe vital dans le monde, et le principe vital de la coopération qui existe aussi, doivent être rééquilibrés. C'est ce qu'on a oublié. Brigitte Boucaud, dans cet univers assez complexe que viennent de décrire respectivement et Patrick Artus et Bernard Guénier, comment est-ce que les entreprises font pour à la fois assumer ces risques qui ne dépendent pas d'elles, ou en tout cas qu'elles n'ont pas provoqués, dans la plupart des cas, la pandémie n'a pas été provoquée par les entreprises, comment est-ce qu'elles font pour dominer ou survivre avec ces risques et être résilientes? C'est une question qui se pose en ces termes aujourd'hui. C'est vrai que je pense que la Covid nous fait poser cette question. On ne s'était jamais posé en ces termes. C'est cette recherche d'équilibre que décrivait bien Bernard Guénier, face à laquelle on est quand même un petit peu sidéré. C'est vrai que nous, à l'AMRAE, depuis 5 ou 6 ans, on a vu la montée en puissance des risques, on a vu le caractère systémique, on a compris les interdépendances, on a compris que les entreprises géraient leurs propres risques, mais aussi pouvaient avoir des externalités négatives, des exclusions, etc., que la globalisation avait un peu évidé certaines richesses dans nos territoires. Et donc, on a compris assez vite que l'approche par les risques, elle avait 2 versants, c'est-à-dire qu'elle avait le versant résilience pour faire face aux chocs externes, et j'y reviendrai, et le versant stratégique, c'est-à-dire, pour le dire avec des mots simples, prendre des bons risques, ou en tout cas les prendre avec le maximum de lucidité. Sachant que l'approche par les risques, ce n'est pas uniquement la photographie au conseil d'administration avec la cartographie.
c'est un travail en profondeur avec des lignes de défense à tous les niveaux de l'entreprise, dans les métiers, dans les fonctions support, et qui remonte, enfin c'est du bottom-up et du top-up, qui remonte au niveau du conseil d'administration, d'abord des dirigeants, pour savoir quelles sont les priorités. Et du conseil. Et du conseil, voilà. Mais cette approche par le risque, elle suppose que vous agissiez. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est très important, c'est que le forum de Davos, enfin, ça fait quand même plusieurs années qu'on a cette vision macro des risques et cette vision micro des risques dans l'entreprise, mais il me semble qu'on a dérivé et que les entreprises n'ont pas assez suffisamment agi, mesuré, enfin alloué du capital au financement du risque d'une manière, je dirais, d'une manière ordonnée, pas d'une manière avec des priorités, avec une roadmap, Et pour moi, je crois que c'est la principale leçon de la crise, c'est qu'il faut repenser le modèle de manière à pouvoir, je dirais, peut-être corriger des effets qui étaient, par exemple, on oppose toujours la prise de risque de l'actionnaire et donc qui doit avoir une rémunération forte puisqu'il risque son capital avec des taux de rémunération très élevés à 2 chiffres. Et on délègue un peu au risk manager le fait de se protéger contre des risques catastrophiques avec de l'assurance. En fait, il faut que nos actionnaires acceptent l'idée, qui est souvent comprise par les sociétés familiales et les gens qui possèdent leur propre entreprise, que la résilience de l'entreprise et la résilience du monde peut se construire. On a toutes les technologies, mais il faut y investir, il faut du temps, et ça fait peut-être un peu moins de profit à court terme. Voilà. Je crois que la crise nous a montré que le modèle sur lequel on est parti dans la globalisation est épuisé. C'est-à-dire que, quelque part, on n'avait pas conscience de toutes ces interdépendances. Et donc vous aviez... Le modèle est épuisé ? Le modèle est épuisé dans le sens où... Patrick Artus, tout à l'heure, disait... le commerce international est en plein boom, le shipping et les prix de transport maritime ont été multipliés par 4 par rapport à il y a 3 mois. Donc, le modèle de financement du risque, c'est ça que j'aurais voulu dire. Le modèle de financement du risque doit être revu. Le modèle de financement du risque, c'était, d'un côté, il y a un peu les seniors qui investissent en capital, qui prennent du risque sur des produits stratégiques pour de l'innovation, et le reste, on le transfère au monde financier. Voilà, il y a un monde opérationnel, c'est les entrepreneurs, et puis il y a un monde financier qui travaille par la mutualisation, les marchés, etc., une espèce de toute assurance. Et en fait, aujourd'hui, quand vous regardez le financement des risques par, je dirais, la sphère financière est de plus en plus difficile. Et en particulier pour les entreprises, puisque la sphère financière n'est pas dans l'entreprise. Donc, elle ne connaît pas bien les risques de l'entreprise, à commencer par le cyber. Elle ne sait pas le traiter. Ouais. Deuxièmement, les régulateurs sont averses au risque systémique et freinent le financement du risque. Et c'est leur nature. Patrick Artus le pointais tout à l'heure, mais c'est leur nature. La nature d'un régulateur, c'est justement décréter les risques. Je ne critique pas ça. Je dis qu'il faut en tirer les conséquences par rapport à l'entreprise. D'accord. Et last but not least, vous ne pouvez pas faire croire que vous allez mutualiser les risques, puisqu'en fait, ils n'obéissent plus à des lois actuarielles simples, ils sont contagieux. C'est ce que cette crise nous a montré, c'est l'interaction entre tous les risques. Donc finalement, j'ai envie de dire que c'est l'entreprise qui est avant tout son propre assureur, et c'est elle qui va porter les risques du monde. Et donc, il faut qu'elle investisse pour de l'innovation, des progrès qui feront réduire les risques. Le vaccin est un exemple immédiat. Et il faut aussi qu'elle soit capable d'avoir peut-être, de détourner un petit peu de compétitivité pour pouvoir investir dans ses moyens de résilience ou dans la diversification. Voilà. Alors, est-ce que ce que nous défendons à l'AMRAE et qui a même été repris par les travaux du Trésor sur le fait qu'on allait faire une forme de subvention en autorisant les entreprises à provisionner davantage face aux risques, les provisions pour résilience, les captives. Bon, est-ce que cette conviction est partagée globalement? Quand on en discute avec nos collègues risk managers à l'international ou avec les grands assureurs, tout le monde est convaincu qu'il faut des étages à la fusée et que c'est l'économie réelle
qui doit d'abord investir dans sa résilience et investir dans les risques du monde. Et après, vous construisez les systèmes financiers. Et après, vous faites intervenir les États pour des questions de souveraineté. Et donc, c'est pas dans le sens inverse. 3 étages de la fusée. Merci beaucoup, Brigitte Boucaud. Patrick Artus, Brigitte Boucaud disait à l'instant, même si ce ne sont pas les mots exactement que vous avez employés, que au fond, le système financier n'est pas aujourd'hui armé ou n'est pas enclin à financer suffisamment le risque. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, je vais réagir. Je suis en accord complet par ce qui a été dit à l'instant. Premier point sur l'intervention de Bernard. Je ne voulais pas étendre mon sujet trop, mais il y a ce qu'il dit a une traduction financière. Une menace très profonde sur une entreprise aujourd'hui, c'est la perte de son actionnariat. Un actionnariat qui pourrait migrer de façon extrêmement rapide vers des entreprises plus vertueuses dans le domaine social, dans le domaine environnemental, dans le domaine de la gouvernance. Ça se voit, certains fonds d'investissement, bien sûr, le font. Oui, on voit une décote boursière déjà très importante des entreprises qui ont des ESG moyens ou mauvais. Et donc, il y a une vraie menace, là, c'est plus qu'un risque, c'est la menace de la disparition de la capacité à trouver des gens qui portent le capital de l'entreprise. Et ça, c'est une traduction extrêmement concrète du point de Bernard, sur le changement de perception des opinions et le fait que les entreprises doivent évoluer très vite. Ça pose une autre question, et après je réponds directement à votre question, Nicolas, qui est, est-ce que dans cette situation, les entreprises historiques vont savoir faire une transition vers un nouveau modèle, ou est-ce qu'on ne verra apparaître que des pure players du nouveau modèle? Prenez l'automobile, par exemple, est-ce que dans 10 ans, il n'y a plus que des Tesla, quoi, et tous les autres sont morts, ou est-ce que les autres seront à évoluer vers le modèle électrique, propre, etc. Donc c'est vrai dans plein de domaines, c'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai dans la banque, c'est vrai dans l'énergie, etc. Donc cette question de la capacité à fidéliser ses actionnaires, qui, eux, changent d'avis extrêmement rapidement et ont des exigences sociales et environnementales beaucoup plus fortes tout de suite, est à mon avis absolument centrale. Et je pense que les conseils d'administration vont passer la moitié de leur temps maintenant à discuter cette question. Et alors ensuite, rappelez-moi la question... Sur le financement du risque, enfin, le système financier face au risque. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit. Enfin, la pratique, alors c'est pas du tout la pratique américaine, mais la pratique européenne continentale, c'est qu'on fait porter les risques par les intermédiaires financiers. C'est-à-dire que l'épargne est peu risquée, on a besoin de financement à risque pour l'économie, et donc on a une pile de risques dans les bilans des banques, parce que les assureurs, on n'a même pas voulu qu'ils fassent ça. Les assureurs sont extrêmement restreints dans leur capacité à prendre du risque. Donc on a dit aux banques, c'est pour ça qu'on a un financement essentiellement bancaire en Europe, on a dit aux banques, votre passif, il doit être radicalement sûr. Donc c'est des dépôts, il est hors de question qu'on perde un seul euro de ces dépôts. Et s'il vous plaît, financez l'économie dans ses composantes les plus risquées, les start-up, les TPE, etc., la technologie, la recherche. Bon, et pour que les banques puissent faire ça, on leur a dit empilez des fonds propres. Parce que c'est la seule façon que vous ayez un coussin amortisseur entre les risques de votre actif et votre passif qui est sans risque. Ce modèle est débile. Il faut quand même comprendre que ce modèle est débile. On ne peut pas avoir une gigantesque transformation. Et on va demander bien sûr de plus en plus, puisque la crise sanitaire donc les provisions vont augmenter, les coussins vont augmenter. Oui, mais c'est pas possible. On peut pas arriver. Et puis en plus, c'est quelque chose qui fait que le capital des banques est peu rentable et qu'il faudrait pourtant qu'elles arrivent à attirer des investisseurs. Donc ce modèle est une impasse. Le modèle de faire porter le risque par les banques, c'est une impasse. Et donc, il faut que nous transitions vers un modèle où les individus portent directement beaucoup plus de risques dans leur épargne. La façon la plus simple de le faire, c'est de faire sauter Solvabilité 2 et de permettre aux assureurs de prendre des risques qui seront intermédiaires pour leurs clients. Enfin, mais on ne peut pas rester dans un truc où en Europe, on a cette montagne de risques qui monte dans les banques et en même temps, on leur demande de faire monter en parallèle la montagne de fonds propres. Ce modèle est une impasse complète. Ce modèle est débile, Bernard Gagné. Des commentaires. En fait, on parle du modèle européen, mais on peut regarder le modèle américain. Donc, en réalité, effectivement, le modèle américain finance par le privé ces risques, avec une vision très, très court-termiste en réalité, et d'allocation des risques avec des mouvements très, très rapides, ce qui n'est pas très, très sustainable. Donc, le grand sujet aux États-Unis aujourd'hui, c'est quelle est la conception qu'ils ont du développement durable. Je peux vous dire qu'elle est très, très financière. Et ils savent que c'est un sujet de souveraineté, puisque la SEC s'est emparée de ce sujet. Donc nous, on a un grand enjeu, parce que nous sommes, je considère, en avance en Europe. Mais Patrick a raison.
Oui, je pense que nous sommes en avance sur ce sujet très largement, particulièrement en France pour certaines sociétés. Donc, nous sommes en avance, pardon, je vais insister, nous sommes en avance par rapport aux États-Unis ou par rapport à Wall Street? On est en avance Wall Street est très en avance aussi là-dessus, non? Pas tellement, parce qu'ils ont une vision du développement durable qui est très reporting, mais qui va être un combat, hein, je pense. Donc ça, c'est intéressant, cette évolution américaine qui se rapproche de la nôtre. Et nous, on doit aller vers eux dans le sens de mobiliser l'épargne privée et accepter un niveau de risque. Et donc, tout ce que vient de dire Patrick. Et puis après, vous avez le troisième modèle, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est le modèle chinois et, je dirais, pays autoritaire qui mobilise le politique et leur capacité financière au profit d'entreprises qui sont en apparence pour certaines privées et d'autres étatiques. Un capitalisme d'État. C'est un capitalisme d'État. Et d'ailleurs, les BATX, on peut se poser la question, moi qui connais un peu la Chine, de savoir qui commande au sein de ces BATX. Ouais. Et vous avez vu Jack Ma mis en cause sur la cotation de sa filiale financière et qui a disparu quelques semaines et puis quelques mois même. Et qui va bien, mais je ne suis pas sûr qu'il aille très bien. Voilà. Non, dans sa tête, on aimerait bien savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant ces quelques mois d'absence. Brigitte Boucaud, tout à l'heure Bernard Guénier disait, dans Risk Management, il y a risque, il n'y a pas opportunité. Vous le regrettez? Non, personnellement, je ne le regrette pas parce que il y a tellement à faire sur les risques. Parce que je pense qu'il y a un biais cognitif des dirigeants qui est peut-être lié à leur personnalité, leur psychologie, c'est qu'ils sont optimistes et c'est très bien. Et donc, il faut peut-être que de temps en temps, ils aient une petite voix qui leur dise « Attention ». Voilà, c'est comme quand on fait de l'alpinisme. Attention, c'est plus difficile que prévu. Ouais. Voilà, c'est un peu plus difficile que prévu. Donc moi, ça ne me dérange pas. C'est un peu aussi un principe de prudence, dans le sens où vous ne mettez pas les profits futurs dans vos comptes. Voilà. Mais par contre, je pense qu'il faut se décontracter par rapport au mot risque. Ce n'est pas un mot tabou. C'est plutôt, pour moi, c'est ce que disait Delphine Orvilleur, c'est la mort et la vie se donnent la main à certaines étapes de la vie. Et dans les entreprises, le risk management, c'est une démarche presque culturelle qui permet de discuter de tout dans l'entreprise et d'éviter des dérives où votre culture d'entreprise se pervertit parce que vous avez certains dirigeants qui ne pensent qu'à l'argent, d'autres qui vont ne penser qu'au social. Donc, en ce sens-là, c'est très puissant. C'est-à-dire que c'est vraiment la capacité de parler de tout et d'essayer de créer une forme de démocratie dans les limites du patrimoine, etc. Et c'est ça qui me passionne, parce que je pense qu'on peut parler de culture de risque. Et le mot risque, Nicolas, ça veut dire oser en italien au départ. Donc, on peut le... Voilà. Je vais, puisque vous parlez italien, je vais saisir cette opportunité pour poser une dernière question à Patrick Artus à propos de l'Italie. Vous connaissez bien Mario Draghi. Il est en charge de former un gouvernement. Je ne vous demande pas de faire de la politique à l'italienne, mais savoir si c'est une bonne nouvelle pour l'Europe et pour la stabilité de la monnaie et de la finance européenne. Bon, voyons d'abord s'il arrive à former un gouvernement, parce qu'apparemment, ce n'est pas si simple. Évidemment, Draghi, c'est une rupture complète dans le monde des banques centrales, comme Janet Yellen, d'ailleurs, l'a été aux États-Unis. Bien sûr, et elle se retrouve à la tête du... du Trésor. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, les banques centrales disent nous ne pouvons pas être limités à gérer l'inflation. Nous devons préserver la stabilité financière, préserver l'unité économique, lutter contre le chômage, etc. Donc, c'est une rupture complète. Et donc, c'est évidemment quelqu'un qui est extrêmement intéressant de ce point de vue. Il a complètement changé le métier de banquier central. Et on le voit très clairement se poursuivre aujourd'hui. Christine Lagarde a la même approche. Alors en Italie, il est quand même confronté à une difficulté absolument massive, c'est que la productivité en Italie est plus basse qu'il y a 30 ans. Ouais. C'est un pays qui a 30 ans de déclin, dans un cercle vicieux monstrueux. Et qui n'avait pas retrouvé son niveau de richesse de 2008-2009. Non, mais c'est terrible, parce que la crise commence en fait au moment où l'Italie fait l'effort de rentrer dans l'euro. Elle réduit très violemment ses déficits publics, qui étaient au-delà de 10% du PIB au début des années 90. Elle le fait en montant massivement les impôts des entreprises. Et depuis, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de productivité. Comme il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de profit. Comme il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'investissement, etc. Et donc, il va falloir qu'il soit aussi performant à la tête d'un éventuel gouvernement italien qu'il l'avait été. Il y a un travail absolument de fond à faire. Ce n'est pas un travail de conjoncture. C'est un travail de fond sur le redressement de la capacité d'investissement des entreprises en Italie. Et ce n'est pas juste de la petite politique comme les Italiens
parfois se laisse aller à en faire. Merci beaucoup, Patrick Artus. Merci, Bernard Gagné. Merci. Merci, Brigitte Merci, Boucaud. Nicolas. Je vais passer tout de suite la parole à Florence Cubarot pour la suite de nos entretiens et de ces journées de l'AMRAI.